Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. La démocratie, un système obsolète, affaiblissement durable des partis traditionnels qui ne parviennent plus à rassembler, abstention record, violence grandissante des mouvements sociaux, contestation, décrédibilisation des institutions, incapacité apparente des élites à comprendre les bouleversements technologiques et à y répondre, notre régime démocratique paraît à bout de souffle. Peut-on faire le diagnostic des maux dont ce système souffre ? En quoi est-il plus profondément menacé qu'hier ? Doit-on désespérer la démocratie ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Pierre-Henri, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agrégé de philosophie, docteur en philosophie, vous avez fait une thèse sur Kant et la querelle des Lumières. On parlera des Lumières certainement. Vous êtes maître de conférences en philosophie à Sorbonne Université et président du Collège de philosophie. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer en 1995 Le crépuscule des Lumières, mais beaucoup plus récemment, Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique chez Odile Jacob en 2019, qui a été prix du livre politique des députés, et La morale de cette histoire, guide éthique pourtant incertain chez Michel Lafon cette année en 2020. La crise du Covid a mis en lumière des différences d'efficacité entre systèmes. On a l'impression que les systèmes politiques autoritaires, ceux qu'on appelle parfois technodictatures, ou des systèmes qui ne sont pas franchement, en tout cas démocratiques, ont une certaine efficacité, que cette rigueur, cette autorité leur ont permis d'avoir une plus grande efficacité dans le traitement du Covid. Est-ce que cette crise sanitaire n'a pas mis en lumière la faiblesse d'un système démocratique qui justement est un système qui hésite, qui a un temps du consensus qui est plus long. Est-ce que c'est aujourd'hui le diagnostic que vous faites aussi aujourd'hui ? Pas tout à fait, parce que les systèmes illibéraux, je les appelle comme ça, c'est-à-dire les systèmes qui sont potentiellement des démocraties. D'ailleurs, quand on regarde les choses, tous les pays du monde sont aujourd'hui des démocraties. On se réclame, même la Corée du Nord. En tout cas, elle se présente comme telle. Comme des démocraties. La Corée du Nord, la Chine, sont dans la constitution chinoise la démocratie. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la légitimité démocratique a gagné dans le monde entier. Mais en fait, je pense que les systèmes les plus efficaces ont peut-être été quand même des démocraties. Je pense à Taïwan ou la Corée du Sud, mais notamment Taïwan. C'est intéressant. C'est un dispositif qui a été très, très efficace, sans doute le plus efficace au monde. Taïwan est une démocratie. Alors pour combien de temps, en attendant qu'elle se fasse dévorer par la Chine, ça c'est à voir. Mais en tout cas, c'est peut-être le système qui a été le plus efficace. Et moi, ce qui me semble vraiment le point plus inquiétant, c'est effectivement que les démocraties libérales occidentales, un peu imbues d'elles-mêmes, il faut, je pense le dire, par rapport à des pays qui ont été confrontés à des crises sanitaires de ce type, d'abord ont pris les choses un peu à la légère en disant de toute façon on a un très très bon système de santé, on a une magnifique administration, et en fait se sont fait rattraper par les événements sans bien comprendre ce dont il s'agissait. Et sans surtout, je pense que c'est ça le plus grave, après la première vague du Covid, ne pas avoir suffisamment fait un diagnostic sur ce qu'on peut appeler la séquence de crise pour être capable d'affronter mieux la seconde. Et je trouve que de ce point de vue-là, nous manquons vraiment de réactivité et de capacité de tirer parti de nos propres erreurs. Donc je pense que c'est ça plutôt le problème, plutôt que l'autorité ou l'autoritarisme, c'est examiner la séquence de décision. Donc plutôt un péché d'orgueil qu'un problème structurel, ce qui serait peut-être un peu rassurant. Alors je pense que le problème structurel est là. Bon, d'abord, il faut partir du fait que nos systèmes ont tenu. C'est-à-dire, du point de vue sanitaire, ça a été grave, mais pas d'une gravité, disons, implacable. Les systèmes politiques ont tenu. Donc, dans l'ensemble, le bilan n'est pas catastrophique. Mais on a mesuré le caractère totalement inadapté de notre bureaucratie de ce point de vue-là. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. J'allais dire que on accuse souvent notre régime peut-être d'être autoritaire. Je pense qu'en fait, il y a une grave crise du pouvoir. C'est un pouvoir qui est peut-être effectivement excessivement autoritaire, mais en tout cas certainement pas assez efficace. Sur cette relation à l'autorité, justement, on a souvent remarqué que la France est un pays qui continue quelque part à vénérer des rois et à recréer à travers sa constitution un roi élu, et puis en même temps, il a plaisir à les décapiter. Et cette espèce de relation d'amour-haine ou d'attraction-répulsion à l'autorité, est-ce qu'on ne la voit pas à travers cette crise du Covid, où on a des gens qui sont contre
mécontents à la fois de l'autorité qui est manifestée et qui à la fois, alors sont les mêmes peut-être pas, mais qui à la fois la contestent. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'emblématique dans cette réaction? Oui, on a une démocratie qui reste monarchique dans son esprit, mais ça c'est l'histoire de France, c'est l'État royal qui a fait la nation, donc de ce point de vue-là, il y a un trait qui est effectivement très très singulier dans ce fonctionnement démocratique. Et puis je note aussi, on a eu 2 séquences de crise très intéressantes. 2019, les Gilets jaunes, 2019, la deuxième partie, 2020 on va dire, la crise de la Covid, et 2 revendications exactement inverses. Au moment des Gilets jaunes, une revendication d'horizontalité avec, vous savez, on a presque oublié le débat sur le RIC, sur la participation, sur le débat, le grand débat, etc. Qui revient avec la Convention citoyenne. Qui revient un peu avec la Convention citoyenne, mais de manière un peu déconnectée, on le voit aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs, voilà. Et la Covid avec une demande de verticalité au contraire. Alors, j'allais dire, soyons assez bienveillants à l'égard de nos institutions, Ve République, qui permet d'accueillir les deux, et je crois qu'il faut être très vigilant sur le fait de ne pas changer trop vite les choses, parce qu'effectivement, en faisant penser la balance soit d'un côté, soit de l'autre, pour le dire très rapidement, démocratie, soit du côté du démos, soit du côté du kratos, c'est-à-dire au pouvoir, on risque de déséquilibrer notre système, qui est un peu bancal, j'en conviens, mais qui reste un équilibre subtil. Vous avez parlé de crise du système et aujourd'hui, quand on pense à cette idée, évidemment, en France, on va penser naturellement aux Gilets jaunes et aux problèmes de plus en plus soulignés de la cassure qui existerait entre les élites dirigeantes, entre les gens qui ont le pouvoir et puis le reste du peuple. Est-ce que cette cassure est une réalité? Pourquoi ce sentiment progresse? Est-ce qu'il progresse plus vite en France que dans d'autres démocraties? Est-ce que la France a une spécificité de ce point de vue dans la crise démocratique? C'est très difficile à dire. Je pense que le livre de Jérôme Fourquet, je pense, est un livre important parce qu'il décrit cette tendance à l'archipélisation. Je pense que plutôt que de parler d'archipel européen, d'ailleurs, c'est cette archipélisation, avec aussi, il faut quand même le noter, quelques forces centripètes qui aussi existent. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une dérive des continents, il y a aussi des forces qui rassemblent. Mais en effet, on a toute une série de fragmentations. Alors, élite. Peut-être, mais je crois que c'est surtout un clivage territorial. C'est-à-dire vous avez d'un côté ce qu'on appelle la France périphérique, la population des Gilets jaunes, qui effectivement était une partie de la France enracinée, ni riche ni pauvre, ni dans les grandes métropoles, c'est-à-dire ni dans les centres-villes, ni dans les banlieues, mais dans des territoires où ils sont quelque part. Cette France-là était hors des radars de l'État-providence et du débat politique. Je pense que la crise des Gilets jaunes a été juste ce cri « oh, on existe ». Voilà. Une sorte de trou dans la raquette. Voilà, on existe. Au milieu de la courbe. Quoi. Voilà. Et donc je pense que de ce point de vue-là, la crise des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont réussi. Ça a marché, c'est aussi pour ça qu'il n'avait pas de programme au-delà de ce programme qui était de dire on existe. Et il me semble que désormais, les radars sont un peu plus braqués sur eux. Ce n'est pas idéal. Après, élite, peuple, je trouve que c'est toujours un clivage qui est extrêmement difficile à envisager. D'abord, parce qu'en démocratie représentative, il y a forcément des élites. Ça s'appelle les élus. Des élections produisent des élus et les élus sont des élites. Voilà, par définition, donc ça existe. Il y a effectivement une partie du paysage médiatique. C'est peut-être ça, en fait, le vrai problème de la crise de la représentation. La crise de la représentation, ce n'est pas tellement que les organes de l'État, l'Assemblée ou le président ne représentent pas suffisamment le peuple, c'est que la vitrine médiatique, à mon avis, ne représente pas suffisamment ce que le peuple, alors fiction dont on peut parler très longuement, bien sûr, mais de ce que le peuple ressent. Et je trouve qu'il y a une déconnexion très grave entre l'agenda médiatique et la préoccupation des Français, comme disent souvent de manière démagogique les élus, mais je pense que cet élément est vrai. Donc ce n'est pas forcément toutes les élites, pas forcément tout le peuple, mais c'est ce décalage entre un agenda de médias et disons, les préoccupations des citoyens. Et justement, est-ce que les médias, dont vous parlez peut-être de l'absence du pluralisme ou de manque de pluralisme, est-ce que ça n'est pas contrebalancé aujourd'hui par des réseaux sociaux, par une très grande liberté de production de contenu et de partage de ces contenus, qui justement fait toute la cassure entre des réseaux sociaux, en particulier Facebook, qui vont être les réseaux utilisés, qui vont être de nouvelles façons de faire de la politique ou de témoigner sa volonté d'engagement politique, mais qui posent de toute évidence un problème de traduction dans nos institutions, en quoi il est arrivé à se produire en partie, à se présenter, et pourquoi pas à arriver
au Parlement, n'est-ce pas, ou à Oui, l'exécutif. avec cet inconvénient, c'est-à-dire que bien sûr ce phénomène existe, mais avec l'inconvénient d'une très grande fragmentation, c'est-à-dire que on ressort des réseaux sociaux avec le sentiment d'un immense brouhaha et quelque chose qui est assez difficilement décryptable. Donc il y a des coups qui ressortent comme ça, mais justement ça n'aide pas à avoir une conscience de la représentativité, puisque précisément ça part dans tous les sens, avec des procès d'intention, avec une violence extrêmement forte, et donc du coup, j'allais dire, le problème de la représentation, c'est vraiment l'idée, non pas qu'elle est mal faite, c'est l'idée qu'elle est saturée, en fait. On a une saturation de prétendants à la représentation qui crée une espèce de cassure dans la réflexion que le peuple a sur lui-même. Et c'est ça, à mon avis, le problème central. Je ne suis pas forcément très pessimiste pour l'avenir, parce qu'il me semble justement que les réseaux sociaux sont en passe d'être apprivoisés par la démocratie, ce qui n'était pas au départ. Il y avait une espèce d'euphorie, enfin, je ne veux pas vous faire la leçon à vous sur ce sujet, mais il y avait une euphorie. Une période d'apprentissage. Où on disait, voilà, les réseaux sociaux, Internet vont sauver la démocratie, ça va régénérer, enfin l'agora va être là, etc. Bon, on a déchanté, peut-être de manière un peu excessive, d'ailleurs, en disant, voilà, grande menace aujourd'hui, ça va tout casser. Je pense qu'il y a une phase, encore une fois, d'apprivoisement qui est en cours et qui va peut-être effectivement déboucher sur des choses positives. Ce problème du trop-plein, on l'a vu dans notre dernier numéro avec Gérald Bronner, effectivement, où trop d'informations, peut-être tue l'information, trop de participation politique, peut-être paradoxalement tue les partis politiques. Qu'est-ce qui peut remplacer aujourd'hui des partis politiques dont on a l'impression qu'ils ont durablement disparu de la scène politique? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le système même, justement? Est-ce que cette espèce de diffusion, de caractère très très diffus, atomisé de la participation politique, comment arriver à tirer de l'ordre de ce brouhaha dont vous parlez? C'est le problème structurel des démocraties. C'est comment Machiavel l'avait bien perçu, même si ce n'était pas des démocraties, mais en tout cas entre le peuple des grands et le populo minuto, le petit peuple, comment faire en sorte qu'ils vivent ensemble. En fait, il y a eu 3 techniques, 3 âges. Le premier âge, qui a été assez efficace, c'était l'âge clientéliste. Voilà, pour rallier le peuple, le petit peuple, on le payait on voit bien d'une certaine manière. Ça correspondait. Ce n'était pas une si mauvaise méthode sur tous les plans, évidemment. Je dis ça, c'est une horreur absolue, mais il y avait quelque chose qui relevait comme dans la mafia, une sorte de convivialité, de familiarité, etc. Bon, évidemment, du point de vue politique, totalement déplorable, avec de grandes conséquences fâcheuses, mais voilà, ça c'était le premier âge. Deuxième âge, c'est l'âge des partis, c'est-à-dire l'idée de créer une société bis, parti ou syndicat. On crée une deuxième société, et au sein de cette société, on accueille les populations prolétaires, on va dire rapidement, on les forme de manière extrêmement poussée, il y a une sociabilité qui se crée, et ça a été le deuxième âge. C'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Oui, les corps intermédiaires à certains égards, mais alors avec dans le parti ou le syndicat, vraiment des corps qui englobaient la totalité de l'existence. On se mariait, on partait en vacances, on se formait, toute la vie se situait là. Troisième mouvement, troisième phase, on en est un peu là, c'est-à-dire c'est ce qu'on appellerait le mouvement, et qui fonctionne uniquement dans le registre de la protestation ou de la conquête électorale. La République en marche et les Insoumis ont été 2 systèmes assez symétriques qui ont tué les partis, donc ils sont morts, je crois que les partis sont morts, dans des logiques électorales de type coopérative pour la France Insoumise, de type start-up pour la République en marche, et qui ont assez bien marché, les deux. Simplement, après les élections, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où il y a une espèce de morosité, c'est-à-dire de faire en sorte de faire durer ces partis entre 2 échéances électorales et en relançant la machine après. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire comment va fonctionner la logique. Ce qu'on voit actuellement, c'est une multiplication de protestations, d'indignations qui mobilisent beaucoup, avec des partis sans militants et des militants sans partis, en quelque sorte, qui zappent. Et qui font que, effectivement, la démocratie est dans une phase de turbulence, à la merci du premier mouvement qui peut être un peu contestataire, qui peut être un peu violent. Et donc, c'est une grande indétermination. Ce pourquoi il faut sans doute revenir, peut-être, à veiller à ce que les citoyens redécouvrent ou découvrent le vrai cœur du système démocratique, ce qui n'est pas du tout évident. Dans vos livres, vous parlez justement de l'impuissance publique, je trouve que c'est un terme fort,
qui peut être une des causes du manque de confiance, ou même carrément de la défiance des populations vis-à-vis d'institutions dont ils ont l'impression justement qu'elles ne pilotent plus rien, qu'elles n'ont plus de vision, qu'elles n'ont plus de capacité de comprendre et encore moins d'accompagner. Est-ce que ce n'est pas le cœur de la défection du moteur démocratique, cette impuissance publique? D'ailleurs, en quoi consiste-t-elle à votre Oui, sens? voilà, il y a deux diagnostics possibles sur la crise de la démocratie, soit de dire que le peuple est mal représenté, c'est l'idée de crise de représentation. Moi, j'y crois pas tellement, parce que j'allais dire... Il suffirait de changer les représentants en ce moment-là. Oui, d'une part, et puis, j'allais dire, objectivement, si on regarde un peu l'histoire avec un peu de sens historique, on voit qu'on n'a jamais été aussi bien représenté qu'aujourd'hui. C'est-à-dire le moindre petit rhume, le moins petit éternuement du moindre citoyen occupe le devant de la scène. Les réseaux sociaux permettent d'ouvrir sa grande gueule à tout moment. Donc voilà, je ne crois pas trop à cette crise de la représentation. En revanche, ce que je note, et ça c'est le défi des démocraties illibérales, c'est que nous sommes avec des pouvoirs qui sont littéralement impuissants. Une double impuissance, même une triple on pourrait dire. Une impuissance au niveau international. Le fait que, si on prend il y a 50 ans, le nombre d'acteurs qui pouvaient changer le destin du monde se comptait sur les doigts de la main. Aujourd'hui, il se compte en plusieurs milliers. Donc on a des contraintes internationales qui limitent la part de la marge de manœuvre des politiques. Et à l'intérieur, 2 points. D'une part, la médiatisation avec les réseaux sociaux qui font que l'action publique est scrutée scrupuleusement à tel point qu'elle l'inhibe totalement. C'est-à-dire qu'on a en fait une sorte d'inhibition dans le culte de la transparence avec presque l'incapacité. Alors vous allez me dire, c'est très contraire à l'idéal des Lumières, qui est un idéal de publicité. Oui, mais transparence n'est pas publicité. Rendre public est une chose, vouloir que tout se passe sur la place publique, y compris d'ailleurs les procès, y compris les décisions, y compris les décisions qui potentiellement peuvent être secrètes, y compris des négociations. Les négociations n'ont pas à être publiques. Donc cette idée que la politique doit être étalée au grand jour est à mon avis une catastrophe. Il nourrit cette impuissance. Il nourrit l'impuissance publique régulièrement. Et puis, ce que je pourrais appeler, alors l'expression est un peu provocatrice, les abus de contre-pouvoir. C'est-à-dire que je suis profondément libéral et les libéraux se sont construits avec l'idée qu'il fallait empêcher l'absolutisme, c'est-à-dire un pouvoir tout-puissant qui allait évidemment opprimer les libertés. Montesquieu, le pouvoir d'arrêter le pouvoir, etc. Ouais. Je crois qu'on est allé trop loin. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir est tellement arrêté qu'il est devenu totalement impuissant. Il est stoppé. Ouais. Ce qui, du même coup, rend possible les démocraties illibérales qui se construisent exactement sur cette idée. Depuis Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour, qui en est à mon avis le vrai penseur, c'est-à-dire l'idée que la démocratie libérale, c'est bien sympa, mais vraiment, ce n'est pas efficace. Et si on prend quelques libertés avec les libertés, eh bien, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus efficaces. Donc c'est un défi considérable. C'est un défi considérable, et je pense que si les démocraties libérales ne réussissent pas à être plus efficaces sur toute une série de dossiers, je pense à la question migratoire, je pense à la question économique, je pense aux questions géopolitiques, je pense aux questions de travail, effectivement, nous avons des jours assez sombres à attendre. Pour redonner de l'efficacité au fonctionnement démocratique, beaucoup misent sur la démocratie directe, sur le retour d'une possibilité d'expression beaucoup plus directe, avec des nouvelles façons, naturellement, qui ne rentrent pas aujourd'hui dans le cadre des institutions. Il y a des expérimentations, on parlait tout à l'heure de la Convention citoyenne. Quel est votre regard sur ces nouveaux outils, ces outils innovants, qui sont quand même défendus avec beaucoup de virulence, de force par certains? Alors mon regard est clairement négatif, c'est-à-dire que là je vais jouer le rôle de l'ingrat et du grincheux. Je pense qu'on s'égare en parlant de démocratie participative, parce que en fait le concept est extrêmement flou. Moi j'ai une objection principale contre la démocratie participative, c'est que pour qu'elle fonctionne, il faut que les citoyens participent. Ça me paraît un point de départ. Or la difficulté est ici que l'enthousiasme pionnier va fonctionner quelques semaines, quelques mois, très probablement. Bon. Je suis prêt à y aller d'ailleurs. Mais moi, qui adore la politique, il est à peu près certain qu'au bout de quelques mois, j'en aurai marre. Et que je vais très largement délaisser ces instances qui auront été créées. Qui ira si je n'y vais pas? Ce seront des militants, des minorités actives ou des gens qui ont le temps. Donc la démocratie participative instaure la dictature de ceux qui ont le temps. Et je pense que c'est effectivement très très fâcheuse, c'est-à-dire que des deux choses l'une, soit on donne le pouvoir, les clés du pouvoir à quelques militants qui ont envie et dont c'est le métier,
soit on va créer des instances de représentatives bis, c'est-à-dire d'autres instances représentatives. Et d'ailleurs, quand on regarde, et j'ai pris le temps vraiment d'étudier dans le livre très scrupuleusement toutes les initiatives qui ont été faites, y compris par exemple les budgets participatifs qui ont été créés au Brésil pour la première fois. À chaque fois, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout de participation en vérité. C'est simplement, on crée une instance représentative supplémentaire. Voilà. Avec d'ailleurs très rapidement une usure de ces instances, parce que les règles juridiques de fonctionnement de ces instances nouvelles ne sont pas aussi rigoureuses que l'instance parlementaire, qui a une histoire centenaire et qui répond à des règles du jeu, des jeux très très stricts. Et on s'aperçoit que c'est très sensible au lobby, on s'aperçoit que les financements sont extrêmement opaques, que les modes de désignation relèvent presque du copinage. Et de ce point de vue-là, la Convention climat n'est pas exempte de tout reproche. Donc je pense que la démocratie représentative telle qu'elle est conçue, c'est une usurpation du pouvoir du peuple. Ce n'est pas du tout le pouvoir au peuple, c'est l'usurpation du pouvoir du peuple. Et quels qu'en soient les domaines, que ce soit le domaine disons, du tirage au sort, qui revient beaucoup à la mode, qui fait l'impasse totale sur une campagne électorale. C'est-à-dire, s'il y a le tirage au sort, il n'y a plus de campagne électorale. S'il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a plus de politique. Si la démocratie délibérative, là aussi, on a des dysfonctionnements. La démocratie décisionnelle, participative décisionnelle, très problématique. Et puis surtout, qui va rendre des comptes ? Qui va rendre des comptes? Si le peuple prend des mauvaises décisions, ou ceux qui participent des mauvaises décisions, qui va en rendre compte? Donc, on a là vraiment, je pense, des gadgets qui peuvent être utiles ponctuellement. Par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée, mais pas sur le sujet aussi large, pas sur un truc aussi vaste. Sur une question, par exemple, très précise, c'est la politique nucléaire française. Là, ça aurait été intéressant d'avoir des citoyens tirés au sort qui examinent les choses. C'est le sujet qui a été exclu. Sur la taxe carbone, là aussi, aurait été très intéressant d'avoir une assemblée formée de citoyens Mais sur la politique climatique, les questions sont tellement politiques, justement, de hiérarchiser entre savoir si c'est le réchauffement climatique, si c'est l'épuisement des ressources, si c'est la pollution, si c'est la lutte contre la biodiversité. Qu'est-ce qui est visé? Donc, on a affaire ici vraiment à une énorme confusion qui contribue à affaiblir la démocratie représentative française, le Parlement, sans renforcer quoi que ce soit. Donc, franchement, c'est un échec absolu. Oui. Comment comprendre la contradiction apparente entre l'abstention de plus en plus forte d'un côté et puis la demande de participation de plus en plus grande? Est-ce que c'est des gens différents ou est-ce que c'est une sorte de sentiment contradictoire? Mais contrairement à ce qu'on pense, notre démocratie française est déjà très participative, parce qu'on pense uniquement à l'abstention électorale. Mais le nombre de candidats aux élections municipales, 900 000 candidats aux élections municipales, 600 000 élus. Vous avez 600 000 personnes en France qui acceptent de consacrer une part à la vie démocratique. Aucune démocratie au monde n'est aussi participative que la démocratie française. C'est le seul point positif d'avoir autant d'élus. Mais voilà, c'est très très positif. Moi, je suis d'ailleurs assez peu favorable à la réduction du nombre d'élus. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose, parce que quand on est élu, on a le sens des responsabilités. On comprend que c'est compliqué, on comprend que l'art politique, c'est difficile, on voit que voilà, il n'y a pas le yaka faucon, n'existe pas. Donc nous avons 600 000 personnes qui sont confrontées à cette réalité. Je trouve que c'est un excellent moyen de rendre la démocratie française adulte. Voilà. Alors, la récente expérience américaine a montré que, alors peut-être que Donald Trump est sorti de la scène, mais on a l'impression que le Trumpisme, en tout cas, a laissé sa marque. D'abord, les résultats objectifs dans l'absolu du nombre de votes qui se sont portés sur ce candidat après 4 ans restent impressionnants, que le Trumpisme pourrait continuer à exister. Est-ce que justement ce Trumpisme est à l'image du populisme dont on parle aujourd'hui? Comment on peut le définir? Est-ce que ce populisme menace des démocraties comme la France? Quelle forme il pourrait prendre? Quelles conséquences on pourrait en attendre? Je trouve inquiétant, effectivement, que le geste de Biden après cet épisode-là est un geste de restauration. C'est-à-dire de reconvoquer l'équipe d'avant comme s'il ne s'était rien passé. On dit il faut tourner la page. Oui, mais tourner la page du chapitre pour en écrire un autre, un chapitre en avant ou un chapitre en arrière. Et je trouve de ce point de vue-là inquiétant que Biden ne fasse aucun geste en direction des 70 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump. Donc je trouve que le déni de la réalité populiste est quelque chose qui plombe les démocraties libérales. Il faut au contraire affronter. Il y a là quelque chose comme une mauvaise conscience. Il y a 2 mauvaises consciences pour les libéraux. Plus de peuple, c'est-à-dire la participation, et de l'autre côté, plus de pouvoir. Et je pense qu'il faut vraiment prendre acte de cette réalité, c'est-à-dire, encore une fois,
s'inscrire dans une politique d'efficacité. Ce qui, hélas pour la France, pas le cas tellement actuellement. Et Trump, de ce point de vue-là, avait plein de défauts sur le caractère erratique du politique, mais sur certains points, il a effectivement fait ce qu'il avait dit. Et cette en se moquant en quelque sorte des contre-pouvoirs qui pouvaient exister. En revanche, la grande erreur et le grand péché, là je pèse mes mots, de Trump, ça a été effectivement de refuser le résultat des élections. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument terrifiant pour une démocratie. Je me souviens toujours de cette phrase d'Alex Stamos, qui était le responsable de la sécurité de Facebook, qui est professeur à Harvard, responsable de la sécurité de Facebook au moment des précédentes élections, et qui a démissionné. Parce qu'il a vu que, en fait, ce que cherchaient, notamment les Russes, disons le mot, mais aussi les Chinois, en déstabilisant les élections, en essayant de créer des comptes Facebook partout dans le monde, etc., ce n'était pas de faire gagner Trump contre Hillary Clinton, ce n'était pas ça le problème. Ça, on ne sait pas faire en vérité. C'était de faire perdre confiance dans le système électoral par les citoyens américains. Et ça, c'est très facile à faire. Il suffit d'envoyer quelques fake news, etc. Voilà. Faire perdre confiance dans un des piliers de la démocratie. Et là, nos ennemis, pour le coup, c'est leur stratégie. C'est écrit, hein, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est la stratégie explicite. Donc ce que a fait Trump là, c'est exactement aller dans le sens des ennemis de l'Amérique. Donc de ce point de vue-là, c'est un péché mortel, si je puis dire, parce qu'il déstabilise, il fait perdre confiance dans les institutions. Ceux qui ont gagné ne sont pas sûrs d'avoir gagné, ceux qui ont perdu ne sont pas sûrs d'avoir perdu. Et si l'autorité démocratique est aussi mal barrée, ça c'est extrêmement grave. Donc c'est un point très périlleux pour la suite. Au-delà d'ailleurs de l'incapacité des partis à se parler, donc, qui a été effectivement assez frappante aux États-Unis et qui, j'ai l'impression, frappe de plus en plus aussi en France, est-ce qu'on n'a pas aussi, est-ce qu'on n'est pas profondément touché par cette incompréhension vis-à-vis des institutions? Il y a beaucoup de sondages assez inquiétants sur le rapport des Français peut-être à la démocratie, sur leur désir de régime autoritaire, sur leur volonté peut-être pour un régime d'aller au-delà de l'état de droit et au-delà justement du système de contre-pouvoir qui a été mis en place. Je pense que vraiment, il y a une mission qui est très difficile, hein, je vais l'exprimer en théoricien, alors qu'il faudrait être ultra pratique, c'est effectivement essayer de faire en sorte que chaque citoyen rappelle ce qu'est profondément la méthode démocratique, se rappelle ce qu'est la méthode démocratique. Elle est en fait très simple à formuler. Moi, c'est ce que j'ai appelé le peuple méthode, parce que je vois le peuple de la démocratie davantage comme une manière de décider collectivement que comme une substance. On ne sait pas tellement où elle est, cette substance. Personne n'est allé serrer la main du peuple. Hein, donc, c'est une méthode, c'est une démarche qui passe en 4 temps. C'est des élections, des délibérations, des décisions, et de la reddition de comptes, rendre des comptes. Ce qu'on ne sait pas d'ailleurs faire beaucoup en France, on l'a vu après le Covid-19. Si on prend conscience que ces 4 moments sont indispensables, tous les 4, pas un, voilà. Vous voyez, la Russie, ils sont très forts pour les élections, bon, elles sont un peu prévisibles, il y a une délibération, un peu risquée, je vous l'accorde, il y a des décisions qui sont prises, c'est ce qui marche assez bien, mais il n'y a pas de reddition de comptes, c'est toujours Poutine qui gagne à la fin. Nous, il faudrait qu'on arrive sur ces 4 moments à les sanctuariser, à les repenser, et notamment le dernier, celui de la reddition des comptes. Parce que c'est le point qui est le plus, à mon avis, failli, parce que c'est celui qui est vecteur de confiance. On fait une politique, on essaie de donner des objectifs extrêmement clairs, et une fois que la séquence est passée, on revient dessus, puis on dit voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. La crise du Covid est exemplaire pour ça. Je trouve que malgré le rapport qui vient de sortir, le Parlement n'a pas fait vraiment son travail sur cette gestion de crise. Non pas pour accuser les élus. Franchement, ils ont fait leur boulot. On sera à leur place, on n'aurait manifestement pas fait mieux et peut-être pas fait pire non plus, mais pas fait mieux. Donc c'est pas d'accuser, c'est pas de mettre en prison. C'est juste de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut améliorer les choses pour la crise suivante. Ça, c'est la condition pour que la confiance revienne. Et l'autorité, paradoxalement. Si Hayez disait la confiance vient d'en haut, l'autorité vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Bon, il faut réunir les deux, et c'est ça qui est effectivement au cœur de la crise contemporaine de la démocratie. En fait, vous allez dans le sens de ceux qui réclament que le Parlement se saisisse beaucoup plus de ce rôle constitutionnel de contrôle des lois. De contrôle et de diagnostic. Je reprends là une idée du député François Cornu-Gentil, c'est de diagnostic, c'est-à-dire que sur plein de sujets, on n'a pas le bon diagnostic. Sur l'immigration, on n'a pas le bon diagnostic. Sur l'école,
tout le monde dit que ça ne va pas, on plonge, etc. On n'a pas le bon diagnostic. Alors, il y a toute une série de domaines, sur les politiques par exemple de banlieue, on n'a pas le bon diagnostic. On dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose et l'intégration ne se fait pas. Donc voilà, le diagnostic, c'est-à-dire arriver à décrire non idéologiquement, dans des débats qui sont immédiatement passionnés et donc à côté de la plaque, arriver à définir objectivement une situation et de voir comment on peut être efficace et quels sont les leviers tout simplement. Ça fait partie de la base, c'est le bon sens de la politique et ça effectivement le Parlement a beaucoup de mal. Le Sénat peut aussi jouer son rôle là-dessus, mais le Parlement est une sorte de greffier de l'exécutif. Et ça, c'est très fâcheux. Une évolution ex ante et ex post qui était récemment nécessaire dans la loi. Oui. On essaie d'avoir une évaluation dans la loi, mais c'est assez récent en fait. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Facebook. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la technologie et de son impact sur la démocratie. On a parlé aussi de la façon dont des États pouvaient essayer ça devenait des problèmes géopolitiques. Vous aviez utilisé des outils pour déstabiliser des régimes que vous avez intérêt à déstabiliser. Bon. Est-ce que ces nouvelles technologies apportent aussi des outils pour améliorer la démocratie? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que peut faire la démocratie face à ces nouvelles technologies qui sont apparues depuis une quinzaine d'années maintenant? Il y a plein de choses. Alors, encore une fois, pas trop d'illusions, pas trop de critiques. Je pense qu'il faut rester entre les deux. Les projets OpenGov ou CivicTex, me paraissent souvent assez largement d'être de l'ordre du gadget. On fait des petits forums ici, des consultations ici, des budgets participatifs. Il faut être extrêmement prudent. Non, je pense que le point essentiel, c'est que ces nouvelles technologies, mais je discute avec un spécialiste, sont, à mon avis, de trois ordres qui sont aucun n'est favorable à la démocratie en fait. Le premier, c'est l'Internet, c'est anarchiste. L'Internet, c'est un réseau sans organe central. C'est une idéologie anarchiste. Le deuxième niveau, c'est le niveau du web, c'est-à-dire les applications qui permettent de trouver les informations sur Internet. C'est un niveau aristocratique. C'est pas non plus démocratique. C'est le plus cliqué qui gagne, si je puis dire. Et le troisième niveau, c'est les réseaux sociaux, le web 2.0. Là, c'est communautariste. Ce n'est pas non plus démocratique. Donc, les trois grandes idéologies porteuses par les trois grandes technologies, nouvelles technologies, ne sont pas favorables à la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie puisse, encore une fois, apprivoiser cette nouvelle technologie. Je pense qu'on y arrive petit à petit. D'abord, je note que les jeunes ont, en quelques années, intégré le fait que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, que la prise de conscience du caractère néfaste, nocif, voire diabolique d'Internet existe. Deuxièmement, il me semble qu'on a perdu notre naïveté sur les déstabilisations, justement, la cyberguerre. Maintenant, on sait qu'il faut lutter contre ça. Troisièmement, je pense que la responsabilisation des fournisseurs d'accès, Facebook et Twitter, est en route. C'est-à-dire, non pas peut-être qu'ils soient responsables éditoriaux de tout leur contenu, mais il y a quelque chose de ça qui est en marche. Quatrièmement, il me semble que des initiatives comme celle de Reporters sans frontières sont intéressantes sur le fait d'essayer de créer des labels garantis sans fake news, si je puis dire, qui bénéficieraient au sein des réseaux sociaux d'un certain nombre d'avantages publicitaires qui permettraient d'une certaine façon de revenir à des autorités dans l'espace médiatique. J'ai noté que pendant la crise Covid-19, en tout cas pour la France, certes, on était beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y avait une recherche qui faisait que les marques médiatiques estampillées revenaient un peu à la mode. C'est-à-dire qu'on cherchait des infos de valeur, de qualité. Et je trouve que ça, c'est aussi positif, c'est-à-dire la reconstruction d'autorités, pas d'autorités étatiques, mais d'autorités médiatiques qui imposent leur marque, une marque fiable. Et donc ce retour des marques dans le monde d'Internet, je trouve, est aussi une évolution très positive et très, encore une fois, conforme au libéralisme. C'est pas de la censure, c'est pas de la propagande, c'est vraiment le retour des marques. Pierre-Henri Tavoyot, pour terminer, comme maintenant on a l'habitude chez Sapiens Sapiens, j'aimerais vous demander comment vous êtes devenu philosophe. Comment peut-on devenir philosophe? Est-ce que ça vient tôt? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Alors pour moi, ça vient tard, parce que j'ai d'abord touché à la science politique, à l'histoire, et puis bon, j'ai fait de la philo parce que j'ai trouvé que ça marchait mieux, ça permettait de comprendre plus de choses avec minimum de temps. Mais c'est peut-être pas ça qui me convainc de continuer, je trouve que c'est un métier formidable pour bien vieillir. Voilà. Quand on est jeune, la philo, c'est bien. Apprendre à mourir, n'est-ce pas? Voilà. Apprendre à vieillir, c'était mon premier travail sur les âges de la vie. Donc, c'est Épictète qui a écrit là-dessus. Absolument. Enfin, tous les philosophes ont travaillé sur les âges de la vie. Quand on est jeune, c'est formidable pour continuer d'apprendre.
Quand on est vieux, ça permet de radoter devant un public captif, donc voilà, c'est une très bonne chose. Et puis, si vous voulez, même si j'ai donc 55 ans, je suis encore un philosophe très très jeune. Voilà. Et c'est le dernier métier, philosophe, où on peut vieillir. Voilà. Pape, oui, mais depuis que le pape a démissionné, ça marche moins bien. Philosophe, c'est comme le bon vin. Voilà, philosophe, je suis encore un petit peu vert. Donc voilà, je trouve que le dernier philosophe dans lequel on peut encore vieillir très longtemps. Donc c'est pour ça que je reste. Comme ça, on pourra vous recevoir dans quelques mois ou quelques années. 10 ans. Merci beaucoup, Pierre-Henri Tavoyot, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.